On est de retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Constant Lemo et Abel Hezoui Aobadassé. Nous étions donc en train de parler du Sénégal, le dialogue national qui a fixé au 2 juin la date de la prochaine élection présidentielle. Le président Macky Sall semble avoir pris acte de cette proposition, mais a tenu à rappeler sur son compte X que, conformément à ce qu'il avait annoncé, il quitterait ses fonctions le 2 avril 2024, ce qui veut dire, Abel Hezoui Aobadassé, que ce n'est pas sous Macky Sall que se tiendra la prochaine présidentielle. Je pense que ça c'est clair, et dans la tête de Macky Sall et dans la tête aussi de tous les Sénégalais, que Macky Sall ne sera pas le président qui va organiser les élections du 2 juin si la date est acceptée en tant que telle par la classe politique de l'opposition sénégalaise. Donc, je crois que ce n'est pas une victoire aujourd'hui pour Macky Sall, c'est sorti par la petite porte. Je l'avais dit tantôt, j'aurais souhaité que Macky Sall soit le président qui, à la fin de son mandat, a pu organiser les élections dans la paix, dans la transparence, dans la tranquillité, pour pouvoir passer le témoin au président qui serait élu. Malheureusement, il a raté le cap. Et le 2 avril, Macky Sall va céder sa place à qui? Au président de l'Assemblée nationale. Et l'histoire du Sénégal va se jouer sans lui. Donc, aujourd'hui, Macky Sall, il va partir du Sénégal, mais pas de la bonne manière. C'est ça qui est regrettable. Est-ce que le fait qu'il quitte le pouvoir le 2 avril, peut-être que d'ici là, il va convoquer le corps électoral sur le 2 juin, on ne sait pas. Est-ce que cela signifiera qu'après, il faut une refonte du processus électoral? En réalité, le processus électoral au Sénégal ne souffre d'aucune ambiguïté. On n'a pas nécessairement besoin, bien sûr, les tests peuvent évoluer, mais pour le moment, les tests ne montrent aucune insuffisance. Ce que nous devrions retenir aussi, si Macky Sall dit oui, il quittera le pouvoir, il va respecter le délai de son mandat, il quitterait le pouvoir, rassurons-nous que ce serait dans le respect des tests fondamentaux, c'est-à-dire que ce qu'il avait soulevé entre-temps, comme en cas de crise, d'autres forces organisées pourraient intervenir, qu'il ne quitte pas le pouvoir en laissant le Sénégal entre les mains d'un officier. Nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon. Nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon. Et nous ne souhaiterions pas que ce scénario se répète au Sénégal. C'est un pays qui a quand même une grande tradition démocratique. L'armée s'est toujours tenue très à l'écart des affaires politiques. Il serait très honorable que les officiers sénégalais gardent leur position et respectent la République, les tests fondamentaux et les institutions qui sont là. Macky Sall a mal géré la fin de son mandat, mais les institutions fortes ont prévu le dispositif pour résoudre le problème de la mauvaise gestion de fin de mandat de Macky Sall. Il faudrait que l'armée se réserve d'intervenir sur la scène politique en tentant de prendre le pouvoir par un coup d'État. Ce ne serait pas vraiment joli, ce serait vraiment noyer toute l'image positive que l'ensemble de l'Afrique a pour le Sénégal. Il faudrait que, au départ de Macky Sall, que le président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir, gère la transition, organise les élections et le Sénégal s'en sortira toujours tête haute, sans Macky Sall qui a bien voulu se salir à la fin de son mandat. Vous pensez que c'est Macky Sall le problème et dès qu'il quitte, l'horizon se dégage? Non, je crois que Macky Sall, puisque c'est lui l'instigateur, c'est lui qui a créé cette crise. Si Macky Sall n'est pas là aujourd'hui, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a les textes. Mais si les textes, ce que disent les textes fondamentaux du Sénégal, si ces textes-là sont respectés, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. La classe politique sénégalaise va aller aux élections dans la tranquillité, dans la transparence. Mais si
le président de l'Assemblée nationale vient aussi et puis essaie de peut-être modifier, bien de changer alors la donne, c'est ça qui va encore créer autre problème. Mais je ne vois pas le Sénégal ou bien le Sénégal après Macky Sall, un président de l'Assemblée nationale encore vouloir créer autre crise à part ce qui c'est en dehors de ce que nous connaissons actuellement. Donc c'est tout le souhait que nous avons pour le Sénégal. Après le départ de Macky Sall, il faut que le président de l'Assemblée nationale, dans le respect des textes fondamentaux du pays, puisse organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. Et je crois que c'est le Sénégal qui va sortir très grandi de cette crise-là créée par Macky Sall. En posant la question sur la refonte du processus, il y en a qui estiment également que, en tout cas, ce qui s'est passé ces dernières semaines a commencé depuis très longtemps et qu'il faut rabattre les cartes pour permettre à des gens comme Ousmane Sonko et autres de concourir. Bon, je pense que si ceci va se faire dans quel cadre? Ça veut dire qu'il faut revenir, on doit revenir sur ce que le Conseil constitutionnel a décidé. Puisqu'il y avait une liste déjà de candidats qui a été avalisée. Est-ce qu'il faut revenir sur cette liste-là? Dans quel cadre? Quelle est la condition qui permet maintenant? Est-ce que les textes le prévoient aujourd'hui? Qu'il faut revenir et repêcher certains candidats comme on le pense? Moi, je crois que c'est aux Sénégalais d'en discuter. Si les textes ne permettent pas, alors là, il faut s'en tenir à la liste qui a été officiellement retenue et aller aux élections avec cette liste-là. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense qu'il ne sert à rien de créer une jurisprudence fâcheuse pour le Sénégal. Les textes ont été respectés, les décisions ont été rendues par les institutions qualifiées à cet effet. Il faut les respecter et avancer. Sonko ne serait pas le seul homme politique à ne pas participer aux élections. D'ailleurs, Sonko ne fait pas de sa candidature une condition fondamentale pour le bon déroulement. D'ailleurs, il a déjà indiqué au sein de son parti, puisqu'il n'est plus qualifié, celui qui serait candidat. Sa personne n'est pas l'enjeu. La personne de Sonko n'est pas l'enjeu et j'ai admiré cette hauteur d'esprit qui n'a pas personnalisé la lutte menée pour que la scène politique soit bien clarifiée. Maintenant, à quoi ça servirait de revenir sur la liste et chercher à ce que ceux qui n'étaient pas qualifiés puissent revenir dans la course? Ça ne sert pas à l'État sénégalais, ça ne sert pas au pays, le Sénégal. Ils attendront, ceux qui ne sont pas dans la course maintenant, ils attendront le prochain mandat et vont rendre leur dossier propre et participer aux élections. Si jamais on revenait sur la liste des candidats à baliser, eh bien, c'est une marque, c'est une tache d'huile que l'histoire politique du Sénégal va porter et même des attitudes pareilles pourront se répéter à la longue. Et ce ne serait pas du tout bien pour le Sénégal. Il faut mettre au devant le pays et non les hommes. Les hommes passent, mais les institutions restent, les pays restent. Au-delà de sa personne, de Macky Sall, il y a aussi une coalition derrière lui et toute cette situation met en difficulté sa propre coalition. Non, sa propre coalition, c'est clair aujourd'hui que c'est une coalition en difficulté. Et qui a mis cette coalition en difficulté, c'est le chef, c'est le mentor, donc c'est Macky Sall. Donc, vous avez créé quelque chose que vous devez supporter. Donc, si aujourd'hui, la coalition de Macky Sall, d'ailleurs, il faut dire qu'il y a même des défections au sein même de son bloc. Il y a des personnes de haute personnalité qui ont claqué la porte. Qui ont claqué. Et puis, ce n'est pas encourageant. Aujourd'hui, moi, je vois que si les élections sont organisées dans de très bonnes conditions au Sénégal, je ne vois pas cette coalition-là remporter les élections prochaines au Sénégal, surtout la présidentielle. Donc, Macky Sall, d'abord, il a plongé le pays dans des difficultés, non seulement le pays, mais sa propre coalition, sa propre force politique aujourd'hui est en difficulté. C'est la classe de l'opposition, politique de l'opposition aujourd'hui qui est en force. Oui, je pense, ayant disqualifié lui-même son candidat qu'il a désigné, le Premier ministre, l'ayant disqualifié, eh bien, il a mis son camp politique en difficulté. Mais il a reçu également instruction de faire passer Karim Wade.
son éternel opposant durant les 2 mandats. Vous ne voyez pas le paradoxe, la duplicité de cet homme, jadis respecté, adulé par les Sénégalais, mais derrière c'est du vide. C'est du vide. Comment peut-il désigner un candidat et après chercher à valider une candidature qui a été rejetée parce que l'instruction est venue d'ailleurs et que c'est lui qui aurait été identifié pour sauvegarder les intérêts du maître. Ça veut dire que Macky Sall n'a pas servi son pays. Alors, il faut chercher l'homme, le Sénégalais, qui aime le Sénégal et les Sénégalais et qui est décidé à défendre les intérêts de son pays. Ce sera tout, sauf Karim Wade, sauf le candidat que lui-même avait désigné en la personne de son Premier ministre. C'est vraiment dommage pour Macky Sall et la fin de son mandat. D'accord. On passe à un autre sujet. Maintenant, nous allons parler du Niger. Le pays garde ses frontières toujours closes avec le Bénin. Les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont été levées lors de son dernier sommet à Abuja, au Nigeria. Il y a quelques jours, ces sanctions qui avaient été prises dans la foulée du coup d'État du 26 juillet 2022. Depuis des mois, la frontière entre le Niger et le Bénin était donc fermée. Cotonou a décidé de rouvrir sa frontière de son côté et du côté de Malanville, c'est-à-dire du côté du Niger, la frontière reste fermée. 3 ministres béninois s'étaient déplacés à Malanville, ville frontalière entre le Bénin et le Niger, pour constater donc l'ouverture de la frontière du côté béninois, ce qui n'est pas le cas du côté nigérien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut simplement, M. Badassé, dire que Niamey essaye de punir Cotonou? Punir, je crois que c'est trop dire, mais je dis que Cotonou est en train de payer le prix de la politique menée par la CEDEAO. Et nous avons vu au départ, dès que la CEDEAO avait pris les sanctions contre le Niger, le Bénin tout de suite a fermé ses frontières avec le Niger. Mais ce que tout le monde avait regretté, c'est qu'il y avait quand même des marchandises en direction de Niamey. Il y avait vraiment une queue de véhicules qui transportaient les produits de première nécessité, les vivres, etc. On aurait souhaité que, à la prise de décision, à la décision du sommet de CEDEAO de sanctionner le Bénin, de fermer les frontières, qu'on puisse laisser quand même tous ces véhicules-là qui étaient déjà qui avaient pris le chemin déjà de Niamey, les laisser passer avant de pouvoir fermer les frontières. Mais tout de suite, le Bénin, on dirait que c'est cette décision-là que le Bénin attendait pour fermer rapidement les frontières. Donc, laissant pourrir des produits de première nécessité, surtout les vivres, c'est ce que le Niger n'a pas accepté. Et cela vraiment a été un coup dur pour le Niger. Contrairement, je crois que par rapport au Togo, le Togo avait laissé quand même une opportunité au Niger de pouvoir faire transiter ses produits par le port de Lomé pour acheminer vers le Niger. Mais c'est la position du Bénin vraiment dans cette crise que le Niger a connue. C'était une position, moi, vraiment qui ne m'a pas plu, parce que cela a fait beaucoup de tort au Niger. Aujourd'hui, si le Niger refuse d'ouvrir ses frontières avec le Bénin, alors que la CEDEAO a décidé la levée des sanctions, je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est une punition que le Niger est en train d'administrer au Bénin. La grande partie des transactions au port de Cotonou, ça va vers le Niger. Ouais. C'est une perte économique énorme pour le Bénin. Et les Béninois ont commencé, les hommes d'affaires ont commencé par se sentir déjà ce poids-là, cette perte-là, depuis des mois. Quel a été, Constant Léo, selon vous, le péché de Porto Novo? Je pense que dans cette crise, dans ces histoires de fermeture de frontières, c'est vrai, Talon a dansé plus vite que la musique. Il a voulu faire le bon élève de la CEDEAO sous les injonctions du président français Macron.
Et très vite, il a fermé sa frontière pour asphyxier le Niger. Et quand la CEDEAO a décidé, ou du moins certains pays ont décidé d'aller faire la guerre au Niger, le Niger a répliqué en fermant sa frontière avec le Bénin. Désormais, c'est une porte à double serrure. Eh bien, la CEDEAO a levé les sanctions, le Bénin a ouvert sa frontière, mais pour des raisons sécuritaires, le Niger a maintenu sa frontière fermée. Parce que désormais, il y a une réelle crise de confiance entre les deux pays. Parce que, apparemment, rien ne justifie la levée des sanctions, parce que les raisons évoquées pour fermer les frontières avec le Niger, aucune de ces raisons n'est hors jeu aujourd'hui. Mohamed Bazoum n'est pas rétabli au pouvoir. C'est la nouvelle autorité en la personne du général Tiani qui est au pouvoir. Pourquoi la CEDEAO lève-t-elle des sanctions contre le Niger? Mais n'a pas renoncé, au même moment, n'a pas renoncé à livrer la guerre aux nouvelles autorités, d'aller attaquer militairement les nouvelles autorités. La CEDEAO n'a pas dit ça. Ça veut dire que cette menace persiste. Elle est toujours en vigueur. Pourquoi le Niger ouvrirait-il la frontière avec le Bénin, qui était censé être le passage principal des forces armées pour attaquer le Niger? Vous pensez que si Niamey maintient sa frontière fermée, c'est essentiellement pour raison de sécurité? À mon avis, oui. Essentiellement pour des raisons de sécurité. Mais on sait aussi mais dans une moindre mesure, par réciprocité, pour démontrer au Bénin que Patrice Talon a eu tort d'aller plus vite, de danser plus vite que la musique, parce que ce n'est pas le Niger seul qui a besoin du port du Bénin, mais l'économie béninoise a besoin d'un marchand nigérien pour alimenter ses caisses. Il y a la critique qui monte dans la communauté béninoise, au Bénin, la critique monte parce que beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. Beaucoup d'hommes d'affaires ont perdu leur business parce que les hommes d'affaires nigériens qui menaient qui importaient par le port du Bénin ont dû changer de destination. Alors, à qui Patrice Talon a-t-il fait perdre? C'est principalement à son propre pays. Le Niger peut bien maintenir sa frontière fermée avec le Bénin. Le Niger va continuer à vivre et même prospérer. Le Bénin également. Le Bénin, aujourd'hui, c'est le Bénin qui se plaint de la fermeture de la frontière avec le Niger. C'est le Bénin qui en souffre aujourd'hui. Parce que le Niger. Le Niger avait quand même trouvé une solution alternative. C'était par le Togo, mais c'est un peu plus coûteux et compliqué en termes de sécurité parce que entre le Togo et le Niger, il y a le Burkina. Et donc, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, est-ce que Niamey n'a pas intérêt à ouvrir les discussions sur ce dossier? Non, Niamey a intérêt effectivement à ouvrir ses frontières avec le Bénin. Mais l'argument avancé par Niamey aujourd'hui, ce n'est pas un argument à négliger. La CEDEAO quand même avait mis la carte de l'intervention militaire. Si aujourd'hui, officiellement, la CEDEAO a dit que les sanctions sont levées et on décide de l'ouverture de frontières. Mais qu'en est-il de l'intervention militaire? C'est une option qui est encore d'actualité ou bien c'est une option qui est abandonnée? Mais que cela soit dit officiellement. Donc c'est l'argument que le Niger aujourd'hui bien brandi pour maintenir ses frontières avec le Bénin fermé. Donc cette fermeture de frontières a fait plus mal à l'économie béninoise qu'à l'économie nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, avec ces frontières qui ont été fermées là, le Niger a trouvé une autre alternative. Faire transiter ses produits par le port de Lomé, même si c'est coûteux. Mais je m'en vais maintenant me poser certaines questions par rapport à la nature même des sanctions décidées par la CEDEAO. Mais
est-ce que nous sommes dans une association et cette association-là a des textes? Lorsque un membre de l'association vient peut-être à commettre une faute, les sanctions doivent être contenues dans le règlement intérieur, bien dans les textes qui régissent cette association. Mais est-ce que les sanctions décidées par la CEDEAO aujourd'hui sont contenues dans les textes de la CEDEAO? C'est ce que le Niger aujourd'hui reproche. J'ai écouté quand même un certain nombre de juristes sur la question qui disent que nulle part au monde, on écrit dans les textes des types de sanctions. On parle de sanctions et ça peut être décidé en fonction de la situation. Et donc, on a une certaine gradation dans les sanctions. Donc, on peut aller au plus extrême, on peut être sur du plus simple, mais on ne va pas écrire expressément en cas de ceci, voici. Moi, je vois que la CEDEAO elle est trop loin par rapport à certaines sanctions, surtout priver le Niger des médicaments. Le Nigeria a coupé l'électricité. Oui. Mais c'est la population qui en souffre. Ce n'est pas la junte. Donc, c'est des sanctions qui, pour moi, ont été vraiment très, très difficiles à supporter. Et aujourd'hui, si le Niger, si les 3 pays qui forment aujourd'hui l'AES, si ces 3 pays-là décident de s'isoler, c'est par rapport à la nature même des sanctions que la CEDEAO a décidé d'appliquer au Niger. Il y a un sujet, il faut s'asseoir pour discuter entre les 2 pays. Il y a un autre sujet qui risque de s'inviter dans le débat, c'est le sujet des frais de gardiennage, parce que le Niger doit payer des frais de gardiennage pour les nombreux conteneurs qui n'ont pas pu être acheminés et qui ont été stockés au Bénin depuis la fermeture des frontières. En tout cas, ce sujet, oui, du point de vue opérateur économique, c'est un sujet véritable. Maintenant, les juristes en droit commercial, en droit maritime, auront à se prononcer là-dessus, parce que le Niger n'a pas décidé de ne pas enlever ses marchandises, mais c'est le Bénin qui a empêché le Niger, les commerçants nigériens, d'enlever leurs marchandises. Là, les juristes en la matière se prononceront. Ce qui est clair, ces sanctions qui ont violé même les textes internationaux selon lesquels on ne ferme pas les frontières à un pays enclavé. Et aucun texte de la CEDEAO, aucun protocole ne dit qu'il faut asphyxier les peuples, qu'il faut agir à contresens même des fondements de la CEDEAO avec des injonctions d'une puissance extérieure. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas du tout. Alors, si aujourd'hui le Niger maintient, c'est à juste titre. Je l'ai déjà dit, c'est pour des raisons sécuritaires, parce que la menace d'intervention militaire n'a pas été levée. Et c'est un argument suffisant, une raison suffisante pour maintenir la frontière fermée. Alors, si à la longue, entre les autorités nigériennes et celles du Bénin, acceptent s'asseoir et s'entendre, s'accorder sur un certain nombre d'éléments avant de reprendre les transactions commerciales entre Niamey et Cotonou, ce serait une bonne chose. Mais alors, il faudrait des garanties suffisantes de la part des autorités béninoises pour assurer qu'il n'y aura pas de tentative de déstabilisation que supporterait le Bénin ou que le Bénin faciliterait d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pensez que c'est toujours sur la table, celui-là? Ça doit être sur la table. Ce qui est sûr, tant que la frontière n'est pas encore ouverte, ce sont des questions en suspens. Ce sont des questions qui devront être résolues pour que la confiance renaisse entre les 2 pays et les autorités dirigeantes. Bon, quand on regarde l'ensemble de la CEDEAO aujourd'hui, c'est de la désolation. Vous prenez le Burkina. Le Burkina n'a pas connu ces sanctions qui ont été prises à l'encontre du Niger. Et pourtant, le Burkina a connu 2 coups d'État, parce que le premier a été opéré avec l'appui et le soutien du maître. Eh bien, vous vous en souvenez, Damiba a été reçu par Alassane Dramane Ouattara et l'a
appelé Monsieur le Président. Et quelque temps après, Damiba a été renversé. Alors, n'ayant pas pris de sanctions lorsque Damiba a fait son coup d'État, eh bien, on ne trouve pas de raison de prendre des sanctions contre le Burkina lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Après, c'est le Niger qui connaît le coup d'État et voilà les sanctions draconiennes, même avec menace d'intervention militaire. Ça veut dire que la CEDEAO n'est pas conséquente. Elle agit de façon impulsive et à la tête du client. Ça ne fait pas du sérieux. C'est une organisation à refondre et à recréer si sa création est encore utile. Comme le disait Gbagbo, la seule chose bonne dans la création de la CEDEAO, c'est qu'elle a été créée. C'est sa création. C'est sa création. D'accord. S'il faut la refondre, la recréer, ce serait une bonne chose. Sinon, aujourd'hui, c'est devenu un panier vide de sens. Messieurs, passons au dernier sujet. On va parler maintenant du Togo. On évoque les législatives et régionales du 30 avril prochain. Le Togo est donc dans la fièvre de ces deux élections. La période du dépôt des dossiers de candidature est toujours en cours. Du côté de la commission électorale nationale indépendante, on s'active également pour une élection réussie. L'encre indélébile, les éléments qui doivent concourir à l'organisation de ces élections sont en train de se mettre en place. Mais nous, on se pose la question. Ce jour, quelles sont les forces en présence? En tout cas, quand on fait le point, dans les principaux états-majors politiques, contrairement aux élections de 2018, du 20 décembre 2018, presque tous les partis politiques ont annoncé leur volonté de concourir à cette élection. Presque tous les partis, sauf bien évidemment le Parti du Peuple et d'Intégrité, dont le secrétaire général est avec moi, Abel Hezoui Aobadassé. Le PPI, il y a 8 jours samedi dernier, était en conférence de presse pour porter à l'attention de l'opinion publique son intention de ne pas s'associer à ce qui est en train d'être organisé. Est-ce qu'on peut déjà connaître pourquoi le PPI s'abstient de concourir à ces élections? Alors, c'est vrai que samedi passé, nous étions en conférence de presse où le parti a eu à donner sa position par rapport à l'organisation de ces élections, et ces régionales et puis législatives couplées. Dans les commentaires des journalistes, nous avons relevé quelques éléments. Nous avons reculé quelques éléments seulement ont été pris en compte dans notre position que nous avons donnée le jour de la conférence de presse. En réalité, nous avons relevé au cours de cette conférence de presse les insuffisances, les imperfections dans l'organisation de cette élection. Et nous avons affirmé que ce ne sont pas ces imperfections ou bien ces insuffisances-là qui motivent notre non-participation à ces élections. Non, nous avons un mécanisme interne et c'est ce mécanisme, c'est l'évaluation de ce mécanisme interne-là qui fait que le PPI ne sera pas présent à ces élections régionales et législatives qui vont s'organiser très prochainement. Nous avons eu à dire que dès notre sortie, notre lancement officiel le 22 juillet 2017, nous avons dit que nous orientons notre politique sur 3 axes. D'abord, nous voulons créer un nouveau terrain politique. Nous voudrons créer de nouvelles stratégies et avoir un nouveau langage. Donc, si notre terrain politique, le nouveau terrain politique que nous voulons créer, si le terrain là est prêt, le jour-là, le PPI sera aux élections. Et quand nous irons aux élections, ce n'est pas pour faire figuration. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer nos mécanismes internes fondés sur ces 3 axes-là. Et nous n'avons pas encore réuni tous les éléments pour asseoir ces 3 axes-là. C'est ça qui ne permet pas au Parti du Peuple et de l'Intégrité aujourd'hui d'être présent à ce jour électoral. Ça veut dire que cette décision de ne pas participer, c'est purement interne, ça n'a rien à voir avec le processus lui-même? Non, ça n'a rien à voir avec le processus. C'est vrai que partout au monde, on ne peut pas avoir un processus électoral parfait. Nous avons certes relevé des insuffisances par rapport à l'organisation. Mais ce ne sont pas ces insuffisances-là qui font que le PPI ne sera pas présent. Le jour où le PPI va décider, où le mécanisme interne sera rempli et que nous serons aux élections, c'est vrai que l'organisation aussi de ces élections ne sera pas parfaite, mais nous y serons.
et ce n'est pas pour faire figuration. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que vous êtes déjà dans l'arène politique. Oui. Comment vous mesurez votre ancrage politique, votre force politique si vous n'avez encore pris part à aucune élection? Aujourd'hui, nous avons un mécanisme interne qui nous permet quand même de mesurer nos forces. Et c'est vrai que nous n'allons pas mettre... Moi, je parle de force en termes d'électorat. Oui, en termes de popularité, je crois. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Mais c'est pourquoi je dis que nous avons un mécanisme qui nous permet de mesurer cette popularité-là. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? Bon, je ne peux pas vous donner en termes chiffrés le nombre d'adhérents. C'est que ce que je peux vous dire, dans presque toutes les préfectures aujourd'hui, nous avons des adhérents. Donc, nous avons pris le temps. Mais il faut asseoir le parti d'abord. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez certains partis politiques, quand vous allez dans certains contrées, on ne connaît même pas le parti là. Si vous n'avez pas de base, si vous n'avez pas travailler sur le terrain, mais vous allez aller aux élections pour faire quoi? Donc, nous sommes en train d'abord d'asseoir le parti sur l'étendue du territoire national. Mais dès que nous aurons fini cela et que le terrain politique que nous voulons créer, si ce terrain-là est prêt, le PPI ira aux élections. Il vous faudra combien de temps pour nous prendrons le temps qu'il faut. Nous prendrons le temps qu'il faut. Nous voyons beaucoup de partis politiques qui vont aux élections. Nous voyons le score qu'ils font. Je crois que le travail que nous faisons, notre objectif premier, ce n'est pas d'aller aux élections. D'ailleurs, les résultats, nous avons dit même à la conférence de presse, les résultats que le PPI a obtenus aujourd'hui, je pense qu'aucun parti politique de l'opposition ne peut avoir des éléments palpables pour dire que c'est le fruit de sa politique menée depuis sa création. Mais aujourd'hui, le PPI est capable de doiter 1, 2, 3, 4, 5 éléments que nous avons pu obtenir pour le peuple togolais par rapport à notre politique. Constant Lemou, quand vous écoutez le secrétaire général du PPI se prononcer, après analyse interne, le mécanisme interne se sont prononcés, le parti ne se sent pas en mesure d'aller à cette élection, vous pensez que c'est simplement, j'avais dit, honnête de leur part de reconnaître qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui? Je respecte la position du parti. Ils savent, le parti sait quel est l'ensemble de ces mécanismes qui lui permettraient d'aller aux élections ou non. Il vient de parler de l'assise nationale du parti. Il faut s'organiser, il faut continuer à s'implanter sur l'ensemble du territoire. Si un certain nombre d'éléments qui pourraient permettre que leur candidat que positionnerait le parti, si un certain nombre d'éléments ne sont pas remplis pour assurer l'élection de leur candidat, je pense que ce n'est pas la peine, comme il a dit, d'aller faire figuration, mais leur sortie, quand ils seront prêts, ce sera une sortie honorable et ils vont marquer la scène politique togolaise. Je pense que c'est beaucoup plus responsable plutôt que d'aller faire de la figuration et après créer des problèmes qui n'existent pas, revendiquer ceux qui n'ont pas obtenu, ainsi de suite, comme le feraient ou bien le font habituellement certains partis qui n'existent que de nom. Voilà, bon, je respecte cette position, elle est assez responsable. Mais vous êtes né en 2017, je pense. Oui, 22 juillet 2017. Alors, 2017, 2024, pour un parti politique, c'est déjà grand pour se lancer dans des courses. Oui, du point de vue temporel, il y a des partis qui naissent et passent tout de suite aux élections. Quand vous prenez l'ANC n'a pas attendu longtemps après sa naissance avant de participer aux élections. Et nous avons vu le score qu'ils ont atteint, mais après la régression qu'ils ont connue. Donc, toutes ces analyses-là permettent à chaque parti responsable d'évaluer ses potentialités internes avant de se lancer dans quelque compétition que ce soit. Vous pensez que ces partis qui sont en course se lancent aussi dans une aventure suicidaire? Non, bon, je ne peux pas dire aventure suicidaire puisque chaque parti a sa façon à sa conduite. Il y a des partis qui sont trentenaires, qui vont souvent aux élections, mais n'ont jamais eu de députés depuis qu'ils sont créés, mais qui sont là. Mais je crois que il ne faut pas s'aventurer. Il faut avoir un mécanisme interne qui vous permette d'être sûr que le pas que vous menez
sur la scène politique est un pas convaincant et que demain, si vous vous présentez à une élection, vous aurez un résultat probant. Donc, c'est sur cette piste-là que nous sommes. Nous avons un mécanisme interne que nous évaluons. Donc, c'est ce terrain politique-là que nous sommes en train de créer petit à petit. Et lorsque on aura un terrain dégagé, le PPI sera aux élections. Alors, pour vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est un problème de... Je veux m'intéresser un peu à ce mécanisme interne. C'est un problème de moyens financiers? C'est un problème d'insuffisance d'ancrage? Non, je crois que si c'est question ou c'est la conjugaison de tout ça? Si c'est les moyens financiers, aucun parti politique de l'opposition ne peut être financièrement prêt. Aucun parti politique. Tous ceux qui aujourd'hui s'agitent pour aller aux élections, si vous leur demandez, d'ailleurs même, il y a certains partis politiques qui ont demandé qu'on puisse encore diminuer la caution. Ouais, même à 100 000 francs, certains partis vont demander encore qu'on puisse diminuer la caution. Ça veut dire que financièrement, on n'est pas prêt. Mais ce n'est pas c'est pas seulement la question financière. Il y a toute une préparation qu'il faut faire en amont. Mais si vous n'avez pas fait cela, je crois qu'on ne peut rien faire politiquement dans la précipitation. Vous allez vous noyer pour rien et vous tuer politiquement. Nous sommes très stratégiques et nous sommes en train de suivre les 3 grands axes que nous avons tracés. Mais ce qui nous intéresse, c'est les résultats que nous avons obtenus. Nous avons dit la dernière fois à cette conférence que au Togo, le PP est le seul parti aujourd'hui qui peut dire qu'il a obtenu quelque chose pour les Togolais. Par exemple, les transferts directs aujourd'hui que le pouvoir est en train de faire aux populations, aux couches vulnérables. Mais nous avons été les premiers, sur notre plateforme, le 22 juillet 2017, à parler de ces transferts directs-là, que c'est faisable. Aujourd'hui, la question de la nationalité, sur laquelle nous revenons très souvent, il y a beaucoup qui pensent que c'est une question banale, alors que c'est très capital. Aujourd'hui, nous avons, dans nos familles respectives, des gens qui n'ont pas la nationalité. Et cette pièce-là constitue un frein pour beaucoup. Nous avons dit de pouvoir abolir cette pièce-là. Mais si elle est importante, que le jour où on délivre l'acte de naissance à l'enfant, que la nationalité également puisse être accordée. Mais si l'enfant grandit, un jour s'il veut abandonner cette nationalité-là, bon, il y a un processus qui lui permet d'abandonner. Mais comment comprendre que lors des recensements, sur la base d'un simple témoignage, on peut faire de quelqu'un un Togolais, un électeur, puisque le code électoral dit pour voter il faut être d'abord Togolais. Mais qui est Togolais? Quel Togolais ne dispose pas du certificat de nationalité? Mais on a accepté, s'entendre, sur la base d'un témoignage, on te fait Togolais, tu as la carte d'électeur et tu vas participer à une élection. Tu vas désigner des personnalités qui vont avoir la destinée de ce pays. C'est un acte très important. Mais 2 jours après, lorsque tu as un concours à passer pour toi-même, si tu ne présentes pas la pièce de nationalité, tu n'es pas accepté. C'est une injustice. C'est ce que nous voulons qu'on corrige. C'est pourquoi nous avons dit au Togo ici, beaucoup de lois sont dirigées contre les pauvres. Est-ce qu'il ne faut pas être dans les instances décisionnelles pour corriger tout ça? C'est vrai. C'est aussi une autre approche. Nous avons vu des candidats à l'élection présidentielle passée qui ont été d'abord Premier ministre, directeur de société, président de l'Assemblée nationale. Mais c'est lorsqu'ils sont devenus opposants qu'ils sont revenus sur la question de nationalité. Au moment où vous avez les manettes du pouvoir, qu'ont-ils fait? Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est ce que nous pouvons faire. Les gens ils avaient la manette du pouvoir. En main, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, c'est ce que nous faisons. Attirer l'attention des pouvoirs publics sur un certain nombre de choses. Prenons l'exemple des concours qu'on organise dans la fonction publique. La limite d'âge. Nous trouvons que c'est injuste. Mais comment comprendre que l'âge soit un paramètre, alors que lorsque vous voyez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 12, je n'ai pas l'article en tête, mais à la fin de l'article, on dit, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, il a dit, la dernière phrase dit, en cas d'égalité, le plus ancien est élu. En cas d'égalité, le plus ancien est élu. Pardon. Lorsqu'il s'agit de l'élite, on accepte que l'âge avancé soit un avantage. Mais lorsqu'il s'agit des pauvres, que l'âge avancé, alors est un handicap. Et nous avons rappelé au cours de cette conférence que, en 2005, lorsqu'il s'agissait de venir au pouvoir, mais l'actuel président de la République
a été victime. Mais je ne dis pas victime, il a été, il a connu, il a fait cette amère expérience. Mais l'âge ne lui permettait pas de devenir président de la République. Il a fallu changer les règles du jeu pour qu'il devienne président. Mais aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'un pauvre qui va postuler à un concours, vous dites que l'âge est dépassé. Entre l'enfant d'un riche, l'enfant d'un député, d'un ministre, d'un président de la République et l'enfant d'un paysan au village, qui a la chance d'aller à l'école très tôt? Mais c'est l'enfant de l'élite. C'est les enfants de l'élite. C'est pourquoi nous disons que toutes ces lois sont contre les pauvres. Donc, il y a 2 poids 2 mesures. À l'Assemblée nationale, l'âge avancé est un avantage parce que c'est eux. Mais pour un concours, on n'accepte pas parce que toi, tu es un pauvre. Ce sont des éléments que le PPI est en train de lutter pour que ça change dans notre politique. D'accord. Alors, on va revenir sur les élections qui se préparent et en dire rapidement 2 mots. Je l'ai dit à l'introduction, Constant Lemou, on est dans la fièvre. Vous pensez que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes? Avant de répondre à la question, je pense que le PPI a avancé ses arguments, et même si beaucoup d'éléments sont très discutables, ce n'est pas le débat du jour. Ce n'est pas le débat du jour par rapport à l'âge au concours, l'âge pris en compte à l'Assemblée nationale et autres paramètres. Ce sont des éléments qui peuvent faire l'objet de discussions. Peut-être on pourra en sortir des éléments pour améliorer notre cadre de vie, pourquoi pas. C'est une bonne chose. Maintenant, par rapport à l'organisation des élections, couplées régionales et législatives, je pense que tous les états-majors sont à pied d'œuvre pour conquérir l'électorat et créer des espaces politiques, des assises politiques sur le plan national et au sein de l'hémicycle comme au sein des régions, des conseils régionaux. Je pense que la bataille sera de haut niveau. Elle sera de haut niveau quand on observe les différentes forces politiques qui se sont déjà annoncées pour participer à ces élections. Je pense que la bataille elle sera rude et que ce que nous souhaitons, que les débats soient vraiment de bon niveau et de façon à garantir la paix et la sécurité, le bien-être, le vivre ensemble entre tous les Togolais, et que la transparence soit garantie afin que les gagnants puissent jouir de leur victoire et les perdants reconnaissent leurs faiblesses et les insuffisances qui ne leur ont pas permis de gagner. C'est le plus important. Est-ce que vous pensez que les Togolais comprennent, on a 2 élections, les législatives, ça on est très habitués, mais les régionales, est-ce que les gens comprennent forcément les enjeux, ce dont il s'agit? On n'a pas eu beaucoup de pédagogie. Les élections régionales, c'est la première fois, ça c'est évident, c'est la première fois qu'on les organise. Même les législatives, en ce temps, quand on les avait organisées pour la première fois dans les années 80 et après le phénomène de démocratisation, ça a été toujours des apprentissages. Je pense que le travail de sensibilisation et d'information, c'est le travail aussi bien de l'administration que des organisations politiques. Parce que on ne peut pas positionner des candidats, leur demander aux gens de voter pour eux sans expliquer aux électeurs pourquoi ils doivent voter. Voilà. Donc, c'est un travail collégial, c'est un travail que aussi bien l'administration, le gouvernement doit faire, mais surtout les partis politiques pour convaincre les électeurs à choisir les candidats. Dernière question, Abel Badassé, on votera de toute façon le 30 avril, comme je l'ai dit. Le chef de l'État, lors du congrès de son parti, avait... non, là, c'est pas le chef de l'État là-bas, ça c'est Faure Gnassingbé. Lors du congrès de son parti, il avait dit que il fallait organiser les élections aussi dans la sécurité, parce que le Togo fait face également à de l'insécurité dans le Nord. Vous pensez aujourd'hui qu'on a de garantie de pouvoir voter sur toute l'étendue du territoire?
Non, bon, on ne peut pas dire que nous avons toutes les garanties, mais nous souhaitons que les élections à venir se passent dans la tranquillité, dans la paix, que tout ce que nous avons, bon, le Togo connaît vers le nord par rapport à ce fléau de terrorisme, que cela puisse s'estomper et que nous puissions avoir des élections tranquilles, paisibles, surtout dans les zones où nous avons de ces menaces-là. Donc, c'est tous les souhaits que nous pouvons formuler aujourd'hui à l'endroit du peuple togolais, à l'endroit des autorités togolaises qui sont en charge de l'organisation de ces élections. Il faudrait que ces élections-là se déroulent dans la paix. Mais ce que nous avons déploré, c'est que les partis politiques de l'opposition n'aient pas eu de marge de manœuvre, surtout dans la période avant les élections, de pouvoir parler aux populations. Beaucoup de manifestations avaient été étouffées. Nous, on n'a pas compris cela. Lorsque vous ne permettez pas à votre adversaire de parler au peuple, je crois que les élections ne partent pas sur une base égale. Nous-mêmes, le PPI même en a été victime. C'est ça. Merci beaucoup, Abel Hezou Yaobadassé, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Constant Lemou, merci également. Oui, j'allais dire par rapport justement à ces élections, par rapport à la question sécuritaire, le chef de l'État a donné son engagement en tant que premier responsable de ce pays, que toutes les mesures seront prises avec l'engagement des forces de l'ordre et de sécurité pour assurer à toutes les organisations politiques qui entrent en compétition, pour assurer la sécurité de tous ceux qui sont dans la partie septentrionale, surtout dans la zone frappée par la crise sécuritaire, pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. En tout cas, nous lui faisons confiance et nous savons que les mesures seront prises pour assurer cette sécurité et que tous les citoyens puissent voter, que d'abord que tous les partis politiques puissent faire campagne librement partout dans le pays et que les citoyens puissent voter. Merci beaucoup, Constant Lemou. Merci à vous également d'être resté à notre compagnie. On se donne rendez-vous le samedi prochain.